Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les réactions de marché sont à la hauteur de la surprise. C'est Renault qui pleure et Kering qui rit, avec un grand écart entre les deux titres aujourd'hui à la Bourse de Paris. On est quasiment sur une vingtaine de points de performance d'écart, avec un bond de quasiment 13% pour Kering en cette fin de séance et une baisse de plus de 8% pour le titre Renault après l'annonce du transfert de l'année. Transfert qui doit être encore officialisé côté Kering, mais je crois qu'il n'y a plus beaucoup de doutes sur le point d'arrivée de Luca De Meo, qui a donc annoncé, fait part de son départ comme directeur général de Renault après 5 ans à la tête du constructeur, et il va voguer vers de nouvelles aventures qui le ramèneront un peu plus proche de l'Italie, et un défi de taille qui va consister à reprendre le portefeuille de marque de Kering et amorcer enfin le redressement de Gucci, qui reste le vaisseau amiral du groupe Kering et qui représente toujours environ 2/3 des profits de l'ensemble du groupe Kering. On commentera évidemment ce transfert, ce mercato surprise avec nos invités dans quelques instants, au démarrage d'une semaine qui sera une semaine d'échéance sur les marchés. La séance de vendredi sera une échéance trimestrielle, même avec l'expiration de différents produits dérivés et contrats à terme sur indice. Une semaine qui sera marquée par de nombreuses décisions de politique monétaire. Pauline Gratel vous donnera la liste des principales banques centrales qui sont attendues cette semaine, la Fed en premier lieu, et puis le marché qui est bien sûr très attentif encore à la guerre entre Israël et l'Iran, au 4e jour d'affrontement, même si le marché semble avoir pris le parti que l'Iran et le régime de Téhéran aura du mal à aller bien au-delà de la riposte qui est actuellement menée contre Israël, et plusieurs rapports de presse, dans la presse américaine en l'occurrence, font état de la volonté du régime iranien de plutôt chercher la désescalade à ce stade avec Israël. Tout ça se reflète dans le marché à travers les cours du pétrole qui sont restés très nerveux au cours des dernières heures, mais qui ont pris le chemin de la détente aujourd'hui, avec une baisse de l'ordre de 3 à 4% pour les cours du brut coté sur les marchés. Voilà pour le paysage de début de semaine sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous retrouverons comme chaque lundi notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain, à suivre en direct à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir. Pauline. Je le disais en introduction, effectivement, nous démarrons une semaine qui sera une semaine d'échéance sur les marchés financiers, et les indices sont à la hausse en Europe et aux États-Unis. Oui, ce sera l'échéance des 4 sorcières ce vendredi. La semaine va être chargée en termes de décisions monétaires également, puisqu'on attend celle de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon, de celle d'Angleterre et de la Banque nationale suisse, entre autres. En attendant, les indices américains ouvrent en hausse de 1% pour le Nasdaq. En Europe, les marchés actions sont en hausse aujourd'hui. En France, le CAC 40 gagne jusqu'à 1% au cours de la séance et évolue autour de 7750 points avant de réduire légèrement ses gains. Et donc, l'événement du jour dans le monde de l'entreprise et des entreprises françaises, en l'occurrence, c'est le départ annoncé de Luca De Meo de son poste de directeur général de Renault après 5 ans à la tête de l'entreprise. Oui, il quittera ses fonctions le 15 juillet prochain. Il est arrivé à la direction de l'entreprise en 2020, peu après l'affaire Carlos Ghosn. Luca De Meo souhaite désormais relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile. Selon Le Figaro, il va prendre la tête de Kering. Le titre Kering bondit de 12% et celui de Renault plonge de 8% au cours de la séance. Renault qui indique par ailleurs avoir immédiatement lancé un processus de remplacement. Et puis les investisseurs suivent évidemment avec attention encore les développements géopolitiques et l'affrontement entre Israël et l'Iran notamment. Oui, cela fait maintenant 4 nuits que les frappes se poursuivent entre Israël et l'Iran. L'Europe et les États-Unis ont appelé les deux pays à trouver un accord. Le pétrole avait bondi vendredi de 13% et a à nouveau bondi de plus de 5% à l'ouverture avant de se retourner pour céder entre 3 et 4%. Le baril de Brent se traite autour de $71.
Quels sont les mouvements qu'on observe en ce début de semaine sur les marchés obligataires, Pauline? Les rendements américains se stabilisent avec un 10 ans qui évolue entre 4,40 et 4,45%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est stable, légèrement inférieur à 2,55%. Sur le marché des change, le dollar poursuit sa chute face à un panier de grandes devises, ramenant l'euro-dollar autour de 1,16. Côté macro, l'agenda du jour était relativement léger. On a quand même pris connaissance de l'indice Empire State de la Fed de New York. Oui, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York ressort largement négatif, inférieur au mois précédent et aux attentes en juin à moins 16, contre un consensus à moins 5,90. Cela signifie que l'activité manufacturière de la région de New York s'est contractée. Et puis aux États-Unis, US Steel est en hausse de 5% en ce début de semaine. Donald Trump a approuvé le partenariat US Steel Nippon Steel. Dans le reste de l'actu, Boeing a ordonné l'inspection de tous les 787 à la suite du crash de Air India la semaine dernière qui a fait 270 morts. Le titre est en léger recul dans les premiers échanges à Wall Street. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline? La Fed débutera sa réunion de politique monétaire qui va durer 2 jours pour s'achever mercredi. On attend aussi la décision monétaire de la Banque du Japon qui devrait à ce stade laisser ses taux inchangés. Les investisseurs prendront connaissance des ventes au détail et de la production industrielle américaine de mai. Et l'indice ZOO allemand du mois de juin est également attendu. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Fossé est avec nous, le directeur de la gestion multi-actif d'Ophi Invest AM. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Gérard. Vincent Genzi nous accompagne, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Houdard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Alain Pitous de nous accompagner également, senior advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Commençons avec vous Alain et le mercato du jour, de la semaine, de l'année peut-être même. Oui effectivement parfois on peut pressentir des mouvements comme ça à la tête des entreprises. Là, je trouve que le pari était assez difficile à faire. C'est-à-dire parier sur un départ de Luca De Meo dont le mandat venait d'être renouvelé, je crois, il y a à peine quelques mois ou quelques trimestres, et le voir arriver chez Kering, dont on attendait quand même la formalisation au moins d'une nouvelle gouvernance avec l'annonce attendue d'une dissociation des fonctions de président et directeur général. Oui, effectivement, ça a été très surprenant. Quand j'ai vu ça hier soir, j'ai douté un peu, parce qu'en plus, il était alors, je sais plus ce que le 24 heures du Mans, je crois qu'il a été voir Alpine au départ du Mans. Bah, c'est quand même. Il avait présenté jeudi dernier son nouveau plan stratégique. Voilà, donc très étonnant. Enfin, c'était une grosse surprise. Alors. Souvent, quand on quitte une entreprise, ça peut être il peut y avoir plein de raisons, mais parfois c'est sur un échec. Là, c'est pas le cas du tout, parce qu'en fait, quand on regarde, si on fait son parcours depuis 2020, il y a un redressement industriel. Il a quand même remis à plat tout le cirque qu'il y avait autour des accords avec les Japonais en particulier, même si c'était pas encore totalement fini, mais enfin, en tout cas, il y avait quand même une base de fait. Sur le plan marketing, on était reparti. Relancer une marque, ce qui n'était pas évident avec Alpine, même avec Renault, on peut dire. Enfin, la R5. La R5, là, c'était quand même c'est quand même une réussite. Et puis sur le plan boursier, également une réussite. Donc, bon, il quitte l'entreprise, alors un peu surprenant, de manière surprenante, très rapidement. Donc, pas vraiment de raison de quitter Renault, si ce n'est, ça on en parlera peut-être un peu après sur l'industrie automobile, mais donc voilà, sa carrière à lui était plutôt très bonne chez Renault. Il va chez Kering. Alors là aussi, c'est pareil, c'est un calibre comme ça qui arrive dans une entreprise. C'est soit pour dérouler un plan qui est déjà bien en place, ou pour un redressement. Et donc, il va encore se reprendre un redressement. Il a encore un cycle de 5 ans devant lui et qui s'annonce quand même assez difficile. Il est choisi. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est un gros pari. Alors, je pense que lui, il a des garanties de main libre. Je pense qu'il peut arriver en disant ce qu'il veut. Donc, ça, c'est quand même assez... Venant de l'extérieur, c'est peut-être même plus facile. Oui, c'est ça. Et puis, c'est agréable aussi parce qu'il arrive, visiblement, on est allé le chercher. Donc, il a dû négocier les mains libres et un salaire. Je pense qu'apparemment, il doublerait le salaire qu'il avait chez Renault, ce qui est toujours agréable. C'est quoi, un package de 13 millions, je crois, j'ai vu un peu moins, je pense. En termes de salaire, alors après le package, je sais pas. Et puis après, j'imagine qu'il doit avoir des stocks. C'est ça. Okay. Et alors, je pense que sur le plan industriel, sur le plan des méthodes, sur le plan de management, j'ai pas de doute qu'il va réussir. Après, la question qui va se poser, on en parlera probablement avec les autres invités, c'est relancer une marque de luxe. C'est pas la même chose. Alors, on va dire, il y a peut-être des points communs, mais c'est clairement quand même quelque chose d'assez particulier. Et il peut avoir envie, mais en termes de pari, c'est quand même un énorme pari. Alors visiblement, le marché a l'air d'y croire. Alors je pense qu'il y avait aussi un peu de rachat, parce que je pense que Kering était une valeur qui était assez vendue à découvert.
Donc là, on repart sur un autre cycle. Ça montre le prix en temps réel de ce que vaut Luca De Meo selon le marché. Alors, le coût, j'allais dire, pour Renault et c'est ça, le exactement. prix pour, alors, ça casse un peu quelque chose qu'on entend dans certains segments politiques qui disent bon, les patrons ne valent pas si cher. Ouais. Bah, visiblement, le marché attribue quand même une prime au management. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi, ça fait aussi un peu, c'est quand même sympa dans notre métier d'analyser ça. C'est pas simplement des chiffres. Il y a aussi un côté humain et visiblement, bon, il y a un pari qui a l'air d'être assez suivi par les gérants qui ont l'air de suivre plutôt que. J'imagine tous les analystes du secteur auto louent la carrière, le travail effectué par Luca De Meo. J'imagine que les analystes du secteur du luxe et de la consommation discrétionnaire sont très intéressés de le voir arriver chez Kering. Il a piloté quand même, j'ai revu son parcours dans l'automobile, parce qu'il a fait tellement de marques. Ouais. Bon, Fiat, évidemment, Seat avant Renault, mais il est passé longtemps chez Volkswagen et il est passé chez Audi à un moment. Oui, Des positionnements quand même plutôt mais c'est des marques qui n'étaient pas en difficulté. Là, Kering est clairement dans un problème quand même assez spécifique, donc à voir s'il va pouvoir le redresser. Et si on regarde l'automobile, après, moi, je partage assez son point de vue. Si c'est un point de vue un peu inquiet sur l'avenir de l'automobile, sur la transition qui s'annonce, les 5 ans qui s'annoncent quand même particulièrement dur pour des acteurs de cette taille-là, quand même. Donc l'idée qu'il avait peut-être pas la certitude qu'il pourrait répliquer sur 5 ans, ce qu'il a réussi à faire, partant du besoin de redressement de Renault, c'était pas évident pour lui de cumuler un nouveau succès de 5 ans sur un plan stratégique. C'est peut-être la personne qui va arriver après lui pourra peut-être faire une transformation que lui, à l'intérieur, après 5 ans, même s'il a présenté, il s'est peut-être dit à un moment donné, je vais être un peu coincé, et dans un secteur qui est quand même, je vais laisser les autres parler, mais très très difficile quand même. Et un acteur de petite taille. Renault reste malgré tout un acteur sans doute de petite taille. Alors après, juste pour l'anecdote, parce que quand même, étant avec j'en mets ma petite casquette ESG, moi quand j'entends que le problème de l'automobile européenne, c'est l'ESG, la réglementation, les amis, ça fait quand même un moment qu'on voit que la voiture électrique va arriver, il fallait peut-être s'en occuper un petit peu avant. Voilà, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Renault, à leur époque, Carlos Ghosn n'était pas en reste, justement. Le discours électrique de Carlos Ghosn était un discours qui se distinguait à l'époque des concurrents quand même. Mais on a fait la transformation qu'il fallait et que d'autres ont fait, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. Enfin, je voulais quand même dire. Ça n'a pas suffi. La Zoé n'a pas suffi. Vincent, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que de voir un patron reconnu dans un secteur industriel comme l'automobile en l'occurrence basculer dans un secteur complètement différent, c'est pas si fréquent. Non. Quand on parle de Ferrari, on parle de valeur de luxe. Oui. Alpine, c'est le luxe à la française entre guillemets. J'entends. Donc, je crois que c'est quand même surtout une question de management d'hommes et de satisfaction des clients. Et ça, il saura faire. Ouais. C'est pour ça que les analystes et les investisseurs apprécient sur un titre particulièrement malmené où il suffit pas, sur le plan boursier, il suffit de pas grand-chose pour le faire remonter. Maintenant, il faudra qu'il fasse les mêmes preuves que ce qu'il a fait chez Renault. Enfin, Alain a déjà pas mal commenté le sujet. Juste une petite chose qu'il faut également évoquer, c'est la concurrence de la Chine à propos du secteur. C'est vrai qu'il y a la transition de l'automobile vers l'électricité et puis peut-être un jour la pile à combustible, mais il y a aussi dans le contexte actuel beaucoup de difficultés dans les relations avec la Chine et avec les positions concurrentielles de la Chine qui ne sont pas spécialement du fait des constructeurs, qui sont le fait des hommes politiques et des consommateurs européens. Donc de gros challenges pour le secteur qui ne sont absolument pas réglés pour l'instant et je peux comprendre que étant un homme de challenge, je ne préfère gérer des challenges industrielle et d'entreprise. Où la réussite est possible, quoi. Où la réussite est possible j'entends. parce que les conditions concurrentielles dans le luxe sont fortes, mais ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que dans l'automobile. Ouais. Bon, Kering, je ne sais pas combien d'années, depuis combien de temps est-ce qu'on attend un redressement de Gucci c'est ça, c'est quand même un bon cycle. Quand même. Depuis que le grand créatif qui avait fait le succès de Gucci n'a pas su se réinventer. Et donc ça a commencé comme ça. Donc je pense que ça peut aller relativement vite, mais ça demande quand même un bon travail de réflexion, de positionnement et de trouver les bonnes personnes. Et sur le plan managérial et les études managériales, dans 3-4 ans, on verra ce qu'il a fait. Ça peut être un truc extraordinaire. Et inversement, ça aussi, ça montrera que gérer une marque, c'est pas quelque chose de simplement industriel. Il y a quand même un toucher de balle, on va dire, qui est quand même particulier. Gérer une marque, c'est quelque chose, quoi. Et là, le problème de Gucci, c'est vraiment un problème
de qualité ressentie de marque. C'est pour beaucoup, c'est un homme de marketing, c'est un homme de produit, Luca De Meo. De ce côté-là, il y a effectivement pas de doute. Les premières décisions vont être et alors, si je file un peu bon, il a fait un super job chez Renault. Peut-être qu'il doute de la capacité à poursuivre ce succès sur un nouveau mandat. En revanche, qu'est-ce que ça nous dit de la vision qu'on peut avoir du secteur du luxe quand on voit un Luca De Meo arriver pour faire un travail important chez Kering, qui reste quand même un groupe important dans le secteur. Est-ce que ça nous, sur le plan de l'investissement, est-ce qu'on se dit que, tiens, le luxe est un secteur qui va peut-être redevenir intéressant à un certain stade Mais je crois que le luxe est toujours resté intéressant. Mais il y a des marques qui montent, des marques qui baissent, c'est comme ça depuis 30 ans. Ça n'a rien à voir avec l'évolution du luxe en tant que tel. Après, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'hypercroissance qu'a apporté la Chine, qui va forcément être moins importante à l'avenir. Donc l'environnement concurrentiel va également se durcir entre les différents groupes et les différentes marques. Parce que le gâteau va continuer à croître, moins fort, mais beaucoup moins. Bon, venons-en. Réaction de marché quand même très significative, très puissante. Le marché est pris par surprise et tout de suite intègre effectivement le facteur De Meo, alors le détracte de Renault, pour l'intégrer au cours de bourse de Kering aujourd'hui. Au-delà de ça, on retrouve un semblant d'appétit pour le risque sur les marchés après une fin de semaine troublée par l'escalade, les tensions et la guerre déclenchée entre Israël et l'Iran. Jean-François Fossé, sur cette dimension géopolitique, avec quelques jours de recul, qu'est-ce qu'on peut dire, sachant que le baromètre du stress se reflète souvent dans les cours du pétrole, quand il s'agit en tout cas de conflits dans cette région du monde? Oui, alors la géopolitique, c'est toujours à prendre avec des pincettes quand il s'agit des marchés financiers. Ce qu'on peut observer, c'est que globalement, quand on regarde un peu la réaction des marchés passé ces événements-là, au-delà du drame humain qu'il peut y avoir, c'est que souvent, en fait, il y a comme un espèce de playbook qui se met en place, où on a d'abord effectivement tout ce qui est secteur pétrolier, le pétrole en lui-même qui vont monter, les secteurs défensifs qui peuvent être un peu privilégiés, et l'or aussi qui peut être aussi plébiscité. Et assez vite, en fait, très vite, le marché va commencer à pricer le fait que soit il y a des négociations qui commencent à se mettre en place, soit on ne va pas jusqu'au bout des choses. Et au final, on repart sur d'autres sujets qui sont plus orientés sur croissance globale, etc. Donc tant qu'il n'y a pas un choc durable sur on va dire pour le coup, sur le pétrole, on va passer à autre chose. Donc là, on déprice par exemple le risque de blocage du détroit d'Ormuz, puisque c'est le sujet. Alors déjà, a priori, de l'Iran. pour le bloquer, ça va être compliqué quand même. Oui, techniquement, c'est déjà pas évident. Il y a la marine américaine qui est juste à côté en plus, donc là, la probabilité, elle est probablement proche de nul. Après, ce qu'on pourrait avoir, alors là, si on fait la liste des scénarios négatifs, c'est que Israël se mette à cibler les capacités de production de pétrole. Là, effectivement, pour le coup, on peut estimer qu'il y aurait un choc sur les prix un peu plus durable. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Du point de vue pétrolier énergétique, il n'y a pas eu d'attaque sur des infrastructures critiques, essentielles, systémiques en tout cas. Non. Et donc après, derrière, qui dit pétrole dit inflation. Donc c'est là où on peut avoir bien sûr. La ramification sur l'économie globale. Ce qu'on estime, c'est qu'à peu près, pour resituer un peu le débat, qu'une hausse durable de $10 sur le pétrole, c'est à peu près 0,3 d'inflation qui peut revenir. Donc en ce moment, aux derniers chiffres qui sont relativement publiés un peu partout, l'inflation est pour l'instant pas un sujet. Non. Ça pourrait le devenir. Mais en tout cas, côté pétrole, ça semble pas annoncer la courroie de transmission qu'on pouvait s'attendre. Et donc derrière, alors c'est vrai que maintenant le marché travaille de plus en plus vite, faut aussi le savoir. C'est que même si on fait des analyses historiques, avec tous les outils que les opérateurs de marché ont, finalement la mécanique va de plus en plus vite. Le temps se raccourcit. Donc avant, on pouvait estimer que tout ça se faisait en une dizaine de jours. Maintenant, là, ça s'est fait quasiment en un week-end. Donc on va dire sur le mouvement, c'est pas si étonnant que ça. Après, c'est peut-être plus sur la rapidité où ça s'est opéré. Mais c'est pas la première fois et c'est pas sur le premier événement qu'on explique effectivement que la mécanique de marché l'anticipation va beaucoup plus vite qu'avant. Le marché joue tout de suite la fin de l'histoire, quitte à réajuster ensuite au fur et à mesure, mais on va
assez vite dans l'intégration des nouveaux facteurs qui peuvent potentiellement changer la donne. Sur cette dimension géopolitique, qu'est-ce qu'on peut dire là en ce début de semaine, Vincent? Oui, je voulais juste ajouter que ce qui a permis aussi au pétrole de ne pas flamber, enfin il a pris 10-12 $, il est en train de se calmer, effectivement pour les raisons évoquées, mais aussi parce que le contexte préalable était un contexte quand même plutôt récessif pour le pétrole, enfin une consommation qui n'était pas très très forte, des efforts de l'Arabie Saoudite pour essayer de faire remonter les prix, pléthore d'offres. L'Arabie Saoudite peut également augmenter sa production si nécessaire, donc je pense que ça sert à rassurer aussi les investisseurs et le marché. Et effectivement, le pétrole, c'était le risque de courroie de transmission. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais bon, risk on, risk off, tout dépend de l'ampleur des dégâts et de l'intensité de la guerre et surtout de l'extension du conflit. Pour l'instant, l'Iran n'a pas obtenu d'aide ou de caution de la part de la Russie, avec qui elle est un peu alliée quand même. Donc je pense que le marché se dit c'est pas trop grave pour l'instant, indépendamment des pertes humaines évidemment. C'est intéressant parce que ce facteur, cette guerre, cette offensive d'Israël contre l'Iran menée ces derniers jours, était un bon stress test aussi pour le statut de refuge du dollar. Oui. C'était intéressant. Ça nous oui, c'est ça. Ça nous a appris que le statut de refuge du dollar était quand même passablement amoindri aujourd'hui. On n'a pas vu une réaction très forte de ce point de vue-là vendredi, où on était peut-être au moment de stress le plus important. Je n'ai pas vu non plus de très forte hausse de l'or. Non. Donc je pense que c'est aussi lié au fait que finalement, comme tu l'as expliqué, les marchés intègrent assez vite maintenant tous les éléments, enfin en tout cas ceux qui sont plus prévisibles, et s'ajustent assez rapidement. La hausse d'aujourd'hui, c'est aussi un peu le contre-coup de la baisse qu'on a eue vendredi. Donc je crois qu'on est un peu en mode wait and see. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on attend? Alors, au-delà de la dimension géopolitique, là, on arrive à mi-parcours de cette année 2025. On a connu ce trou d'air, ce choc de Liberation Day, rapidement effacé. L'indice des grandes actions mondiales, MSCI, est revenu sur des sommets historiques. Qu'est-ce qui va déterminer la course des marchés devant nous pour cette deuxième partie d'année, si on essaye de prendre un peu de recul, Vincent? Écoute, l'évolution des négociations commerciales, sachant que là, il y a un biais plus positif qui est que tacos. Oui. Donc, M. Trump est de nouveau capable de reculer ou d'être pragmatique, comme il était lors de son premier mandat, ce qu'on avait oublié, ou en tout cas les marchés n'y croyaient plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Les éléments géopolitiques vont être très présents, mais je pense que c'est maintenant l'incertitude que l'on a connue sur le plan économique à cause de la guerre commerciale, qui pour l'instant ne s'est pas vue dans les chiffres américains, ou très peu. Est-ce que ça va se voir temporairement ou plus durablement, effectivement? Parce que même si on arrive à des accords commerciaux, il y a quand même eu des tensions pendant quelques mois. Les premiers mois de l'année, il y a eu des importations de précaution. On a évité le risque inflationniste en achetant et en important avant la hausse des droits de douane. Mais il y a quand même, je trouve, au sein de l'économie américaine, des petites poches de modération que l'on voit. Je regardais là avant l'émission, les créations d'emplois. Oui. Depuis le début de l'année, quelle est la moyenne des créations d'emplois? Je sais pas. 120 000. Ouais. On dit que le plein emploi, le plein emploi, c'est 200. Donc le chômage, pour l'instant, n'a pas bougé. Bon, c'est vrai que peut-être comme chez nous, il y a des changements structurels dans le marché de l'emploi avec le vieillissement de la population. Mais il y a quand même ça. Par contre, la consommation, les revenus des ménages, pour l'instant, ça tient très bien. L'immobilier est un peu mou. Mais je pense que c'est plus une question de délai. Qu'il y ait de l'inertie, un délai de transmission peut-être plus long dans l'économie, qui part d'une situation de résilience, de force assez exceptionnelle, mais c'est quand même le sujet devant nous du deuxième semestre. Puis une inflation qui aux États-Unis a rebaissé un petit peu en global, mais qui est encore à 2,7 encore. Donc la Fed, elle ne va pas venir tout de suite aider. Je ne pense pas qu'elle bouge cette semaine. Donc je pense que les marchés vont attendre ça, parce qu'on a déjà remonté. Donc on a intégré quand même des meilleures nouvelles, indépendamment du phénomène géopolitique. Et donc à ces niveaux-là de marché, notamment sur le marché américain, on se remet en risque de déception, de mauvaise surprise? Ou en tout cas de non-progression. D'accord. Moi, je pense que surtout le potentiel à très court terme est très très limité. Moi, je vois aucun potentiel pour les années qui viennent. À la fin de l'année, un petit peu plus, parce qu'on aura d'autres éléments à prendre en compte. Mais pour l'instant, je crois qu'à côté de ça, il n'y a pas. On est peut-être en train de faire les points hauts. On a peut-être fait les points hauts déjà. Ça, on ne voit pas de risque de déception majeure comme ceux qu'on avait il y a quelques mois, à part la géopolitique.
Voilà. Donc plutôt un peu baissier court terme au cas où, mais pas trop inquiet quand même. Jean-François, qu'est-ce qui va déterminer effectivement la course des marchés là, sur cette deuxième partie d'année, partant des niveaux sur lesquels on est revenu, notamment pour les actifs risqués, les indices actions ou même le crédit. Vous évoquiez tout à l'heure le sujet de l'inflation. La dernière marque d'inflation du mois de mai aux États-Unis, qui est un mois où quand même les États-Unis ont collecté des tarifs, nous fait nous demander où est passée l'inflation. En tout cas, l'inflation liée à l'impact des tarifs. Est-ce que c'est une question de temps ou est-ce que possibilité qu'on ne voit pas beaucoup, en tout cas, de cette inflation? Oui, la possibilité est là. Après, nous, les échanges qu'on a avec nos stratégistes de marché et l'équipe macro, c'est que ça va commencer à arriver, probablement transitoire, bon, même si ça nous rappelle nos mauvais souvenirs, l'inflation transitoire. Oui, mais il est et d'ailleurs sur certains paniers de biens, on commence à avoir des petits pics d'inflation qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Donc, sur les biens, sauf pour l'instant, on est un peu au microscope, quoi. Donc, il est possible que ça arrive effectivement par l'été. Après, il y a la fameuse deadline du 9 juillet. Donc, on va voir comment ça va se goupiller. Probablement qu'il va y avoir des rallonges derrière sur les délais. Je pense que la stratégie UTACO, ça va durer un temps, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il reste un pantalon. Ouais, c'est ça, oui. Parce que sinon, il faut fixer les choses à un moment, quand même. Voilà. On est d'accord. Il y a besoin de faire des deals parce que l'idée, c'est quand même de continuer. Mais il faudra quand même qu'à un moment donné, le bâton tombe de temps en temps pour montrer qu'il est encore là. Mais le marché a intégré le pire dans cette affaire-là. Enfin, je veux dire. Alors après, là, le point intéressant, c'est de voir comment sont positionnés les acteurs de marché depuis notamment début avril. Parce que l'événement avril, même si on est revenu en prix quasiment sur des niveaux similaires, généralement, la machine à laver, quand elle a tourné, il y en a quelques-uns qui se sont fait essorer au passage. Donc, ce qu'on observe avec les données qu'on collecte, c'est que côté institutionnel, ça a un peu réduit la voilure, un peu alors pas au creux de la baisse, mais en tout cas parce qu'il fallait un peu plus se protéger si jamais les choses tournaient mal. On sait aussi que côté gestion, tout ce qui est systématique, de tendance, etc., c'est quand même beaucoup moins embarqué en risque qu'en avril. Donc c'est-à-dire qu'on arrive dans un niveau de positionnement qui est certes pas complètement désengagé, mais qui est un peu plus moins proche, agressif. Moins agressif. Donc ça veut dire que les petites baisses vont probablement être mises à profit. Donc, par rapport à la deadline du 9 juillet, on peut se dire qu'il est peu probable qu'on ait une même intensité de baisse si jamais les choses vont mal qu'on a connu en avril. Parce que quelque part c'est un peu un remake mal embouchonné. Et derrière il y a aussi le fait que c'est l'été, donc il y a les flux qui sont moins présents, donc toujours ça va exacerber un peu les mouvements. Et derrière, il y a quand même la fin d'année aussi qui va s'emboucher. Et là pour le coup, ceux qui auront des performances un peu décevantes vont quand même devoir travailler pour le rallye. Donc effectivement, sur la séquence, on va dire à partir de maintenant, moi je vois pas trop d'intérêt à aller charger la mule, sachant qu'on a un événement binaire qui va arriver dans pas longtemps. Et pour le coup, il y aura peut-être des opportunités à faire. Ouais, j'entends. Mais peut-être que là, sur ces niveaux de marché, ça rejoint parce que on est peut-être là au bon prix aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est un peu le consensus. Alain, oui, les indices actions sont revenus assez vite au sommet, on l'a beaucoup raconté. Toujours beaucoup de volatilité quand même sur les parties longues de courbes obligataires. Ça reste aussi un sujet qui anime l'ensemble des marchés, d'ailleurs. Oui, en fait, on prend l'événement du mois d'avril et puis celui-là, on aurait pu penser que ça aurait fait des écarts encore plus importants. Finalement, c'est tout ce qui a été dit. Chaque baisse était plutôt mise à profit pour renforcer les positions, revenir sur le marché parce que les gens ne voulaient pas rater un éventuel mouvement. Mais si on enlève ces petits blips de marché qui sont bien rachetés, d'ailleurs, c'est amusant de voir que... Et par le retail, on n'a pas évoqué le retail dans les acteurs de marché tout à l'heure. Ceux qui... C'est l'inverse. Lui, il est très actif. C'est ça. Et pour d'énormes montants. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont habitués à venir quand il y a une crise, quelle qu'elle soit. Et puis on y va de gaiement, ETF, on augmente les programmes d'achat pour renforcer les positions. C'est vrai que c'est un gros changement par rapport à d'habitude. D'habitude, ça panique par les particuliers qui liquident un peu n'importe comment. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ce qui continue à faire un bruit énorme sur le marché. Là, ça se passe dans le calme. Quand vous regardez vendredi, aujourd'hui, les volumes sont pas très importants. Oui, il n'y a pas eu zéro panique. Par contre, je pense que, et ça, c'est des tendances très très longues qui vont encore durer un moment et qui essaient de contraindre Trump par sa politique.
mais les déficits américains restent extrêmement importants, déficit commercial, déficit de la balance des paiements, qui sont massifs, avec un dollar qui est un peu plus contesté qu'avant. Alors je ne dis pas qu'on va changer, on va passer de 60% à 20% dans les réserves de change, mais en tout cas, le dollar est un peu mis en question. On se retrouve avec des matières premières qui ont... Si vous regardez un peu les matières premières depuis 2 ans, régulièrement, il y en a une qui flambe. Ouais. Et elle ne revient pas au point bas. C'est-à-dire qu'en fait, ça flambe, puis ça rebaisse un peu, puis ça recontinue, etc. Donc il y a cet effet d'accumulation. Ouais. Et en fait d'excès de demande par rapport à une offre qui montait. J'entendais en venant le cuivre qui a bien monté. Il y a un déficit de production de cuivre. Ouvrir une mine de cuivre, c'est 10 ans. Donc le déficit, il est là pour durer. Donc tous ces trucs-là sont là, s'accumulent. La dette mondiale continue d'augmenter. Alors ça, c'est un peu négatif quand même. Puis à côté positif, on a les entreprises, dès que ça se calme, elles s'adaptent. Ils n'ont pas besoin. Alors, ce qui est très gênant en ce moment, c'est le bruit qu'il y a avec Trump, etc. C'est un peu perturbant. Mais vous les laissez 6 mois avec une situation à peu près calme, et elles savent opérer. Et ça, tout le monde sait que c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ne vend pas, parce que vous allez vendre pour essayer de vous racheter 5% plus bas. C'est 20, c'est même pas la peine d'essayer. En réalité, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire sur un titre de temps en temps, etc. Bon. Donc ça, c'est le deuxième événement. Et les marges restent très élevées quand même. Alors c'est un peu attaqué, il y aura des choses, il y aura la taxe Zuckman, il y aura quelque chose qui va venir un peu pomper sur les marges à un moment donné. Et un peu les tarifs déjà, rien que les tarifs. Oui, ça va venir un petit peu, mais finalement pour le moment, on va contourner. On va se débrouiller pour monsieur. Et alors le point aussi qui est intéressant, je trouve, et ça, on n'avait pas ça dans les périodes de tension avant, c'est qu'avant, quand il y avait une tension, il y avait on va dire une recorrélation de la baisse, un peu tous les segments, tous les secteurs qui prenaient pareil, qui prenaient une petite baisse un peu à un moment donné pareil. Et là, en fait, il y a des thématiques qui passent un peu au travers. C'est-à-dire que, en fait, les grosses thématiques autour de l'énergie, la transition énergétique, le nucléaire pour compenser un peu l'intermittence du solaire et de l'éolien. Donc ça reste quand même des thématiques. Dès que ça baisse, il y a des murs d'achat qui arrivent. Le quantique, c'est un pari, mais ça continue. C'est pas des thématiques de marché très larges et profondes non plus encore aujourd'hui. Sur les marchés listés. Quand vous faites le cumul, ça finit par être pas mal. Vous prenez l'espace, vous prenez des choses comme bien ça. sûr. Oui, mais ce qui se passe, c'est que quand vous êtes sur les marchés, vous avez un panel de 15 000 valeurs à acheter, et puis vous avez une quinzaine de valeurs, on va dire 4-5 secteurs qui font des pertes de 30% dans le mois. Ça crée un bruit qui est positif. Vous dites, est-ce que je suis pas en train de rater sur un segment donné une très forte remontée? Et donc, il n'y a pas ce catastrophisme qu'on a parfois dans les périodes de tension. On en a traversé. Oui, quelques-unes, Et souvent, quand vous avez des périodes de tension comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une grosse faillite qui arrive, un truc qui est absolument inattendu, un scandale, on n'en parle pas, une grosse paume d'un banquier d'investissement qui prend 1 milliard sur la livre. Ces trucs-là, c'est vraiment sous contrôle. Tout le monde est quand même assez serré. Donc on n'a pas ce truc catastrophique qui peut arriver. Alors après, il y a des signaux. Je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a quand même 2-3 signaux. Il faut quand même regarder. L'immobilier, quand même beaucoup plus d'offres que de demandes. Ça, à un moment donné, ça finit quand même assez mal, ce genre de truc. Vous regardez les taux de défaut des crédits bancaires, des crédits aux États-Unis, il y en a quand même bancaire, beaucoup plus. Ça monte quand même. Et c'est sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis un moment. Vous avez un paquet de faillites qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Donc, je pense que la tendance longue, c'est les entreprises, ça va. La dette, attention. Et 2-3 petits signaux qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et puis après, il y a toujours un risque. Mais si on accumule le nombre de risques qu'il y a 60 conflits, je crois, dans le monde en ce moment. Donc, oui. Vincent? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de risques, mais il y a surtout beaucoup d'incertitudes. On parlait des entreprises. Ce qui était amusant dans les publications du premier trimestre, c'est que toutes les boîtes aux États-Unis et aussi un peu en Europe ont plutôt sorti des résultats très confortables et meilleurs qu'attendus. Mais sur les perspectives, ils ne sont pas engagés. Donc je pense qu'en termes d'investissement, il y a quand même des freins. Donc peu importe qu'on fixe les droits de douane à 5 ou 10% en global. Le mal est fait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est de maintenant figer un peu les choses pour que les entreprises aient devant elles un environnement qui soit un peu plus stable pour justement faire ce travail d'adaptation, réinvestir, etc. Et c'est ça, à mon avis, qui peut aussi encore arriver. Beaucoup à ce bruit, en fait. La question des déficits, là aussi, le marché obligataire est suffisamment confiant dans l'idée qu'on a marqué le territoire vis-à-vis de Trump, de l'administration, du Congrès, qu'on n'aura pas besoin d'y revenir, parce que la Big Beautiful Bill est toujours en débat, etc. Là, le marché est un peu focalisé sur autre chose, mais ça va vite revenir. Les échéances de l'été vont être importantes. On va évoquer ensuite la succession de Jérôme Powell. La stabilisation du marché obligataire, elle est en cours ou
on s'y aventure pas aujourd'hui. Je pense qu'elle bénéficie un peu du changement d'image qu'on a sur Trump, c'est-à-dire l'effet taco dont on parlait D'accord, tout à l'heure. ok. On se dit, bon, si les choses vont un peu trop mal sur le marché obligataire, bah, Trump sera aussi pragmatique. La question qui est derrière, c'est que on avait tous eu peur quand même de l'influence des conseillers de Trump, qui lui ont quand même conseillé beaucoup de bêtises. Oui, pour Je certains. pense qu'il est quand même pas complètement abruti, au contraire, et donc il est capable de voir ça. Et donc je pense que le marché se rassure en disant, bon, bah, Trump, qui est quand même assez pragmatique, maintenant fera un peu plus attention. Donc il va faire attention sur les tarifs, mais il va faire aussi attention à la boussole des taux. Ouais. Donc c'est ça qui est un petit peu rassurant. Maintenant, le fait de voir un déficit budgétaire aussi important, que ce soit aux États-Unis ou en France, Oui, ça c'est allume sûr que c'est une pas petite très, lumière. très Oui, non, rassurant. mais ça c'est sûr. Mais du moment qu'il ne casse pas non plus complètement la boutique, les marchés sont un peu rassurés. Est-ce qu'on peut retrouver un peu de stabilité sur ces marchés obligataires, sur ces parties très longues de courbe également, Jean-François, là, dans cette deuxième partie d'année? Qu'est-ce qui va, là aussi, déterminer cette dynamique des marchés obligataires? Bon, on sait qu'il y aura toujours du déficit aux États-Unis. Effectivement, l'image de Trump est peut-être un peu différente aujourd'hui. Est-ce que ça suffit à stabiliser au moins les choses? Bah, je dirais déjà pour continuer sur le même sujet, c'est que le mois d'avril a permis de voir émerger une figure de l'administration américaine qui est le Joker qu'on sort à tous les coups parce qu'il marche au Congrès, il marche avec les Chinois, il marche au cas où avec le marché obligataire. Scotty B. Scott Bessent, c'est le Superman. Je pense qu'il y a un film qui va arriver. Il va être directement casté. Peut-être qu'on le verra à la Fed. Oui, il est partout maintenant. Ouais. Donc, c'est le couteau suisse, quoi. C'est multitâche. Il est phénoménal. Ouais. Et il a envoyé énormément d'impact positif sur l'administration le américaine. meilleur atout de Trump aujourd'hui. Oui, je pense. Ouais. En tout cas, pour les marchés financiers. Donc ça, c'est un premier point. Après, pour revenir sur le marché obligataire et les pentes, donc on a beaucoup parlé des parties longues, effectivement, avec les déficits, etc. Je pense qu'il peut y avoir un segment intéressant sur le cours, parce que là, on va avoir bientôt, effectivement, le mandat de Powell, qui va probablement arriver à échéance début d'année prochaine. Commence à se raconter potentiellement que on pourrait avoir le futur candidat qui arriverait dès cet été, en tout cas au niveau des annonces. La phase de succession peut commencer dès cet été. Et à partir du vite. moment où on se fixe sur un nom, ça peut venir perturber aussi la parole d'un Jérôme Powell. Ça aurait deux avantages. Un, ça permet de libérer le Congrès pour la rentrée sur la nouvelle tax bill. Deux, ça permet d'avoir quelqu'un qui peut gentiment envoyer des petites ardoises à Jay Powell par rapport à sa politique monétaire. Vous y voyez un avantage? Vous pensez que ce serait un avantage? J'ai peur que moi ça troublerait le marché. Oui, c'est ça, pour Trump. Peur pour les investisseurs, ce soit compliqué à suivre, d'avoir ce mode, ils appellent ça la shadow Fed, c'est-à-dire c'est d'avoir une espèce de Fed de l'ombre, un gouverneur de l'ombre, dont on sait qu'il prendra le poste, mais qu'il n'est pas encore en poste, mais que sa parole commence à avoir la valeur d'un futur président de la Fed. Exactement. Et après, là-dessus, donc autant on est bien au fait de la Big Beautiful Bill. Après, on va savoir si on va avoir une Big Beautiful Cut de Jay Powell avant qu'il parte. C'est ce qu'intègre le marché. Alors en attendant les nouvelles prévisions de la Fed, il y aura un nouveau jeu de prévision publié cette semaine, mais le marché, alors peut-être pas je ne sais pas si ce sera une grosse baisse de taux, mais on attend quand même des mouvements de la Fed à partir de la fin d'année, c'est ça le marché, il commence à revoir un peu sa copie quand même. Ah oui. Déjà, il y a le sujet de l'inflation qui va revenir. Donc imaginons qu'on a ce phénomène d'inflation transitoire qui commence à arriver, donc ça veut dire que grosso modo septembre, octobre, enfin en tout cas septembre, qui est généralement une période potentiellement pour cutter les taux, c'est out. Après, il va juste lui rester plus ou moins décembre. Décembre, si c'est transitoire, là on va récupérer un dialogue qui nous était familier. Et donc on peut avoir pas de baisse de taux d'ici cette année, quoi. Oui, d'ici 2026. Ce qui laisserait pour le coup au nouveau gouvernement de lancer une nouvelle politique monétaire. Il ne va pas baisser les taux s'il n'en a pas besoin. Tant qu'on est dans ces niveaux d'inflation et de croissance, il ne bougera pas. Oui. Donc, d'accord, il baissera peut-être les taux d'ici la fin de l'année, mais entre-temps, il se sera passé quelque chose. Enfin, celui qui sera nommé par Trump, il a quand même en tête... Non, mais s'il baisse les taux, alors qu'il n'a pas besoin de baisser les taux, c'est très mauvais. Rappelez-vous ce que la Banque de Turquie. Oui, bien sûr. On n'en est pas là, mais là, pour le coup, je ne sais pas où va le dollar. Et dans cette veine-là, le choix du successeur, oui, alors il y a le nom de Scott Bessent, bien sûr, mais il y a d'autres noms aussi qui circulent, et peut-être que des noms qui ne circulent pas, qui seront à un moment sortis et mis sur la table également. Mais oui, ça va être un
moment important pour les investisseurs, pour la crédibilité de la Fed, être sûr qu'elle reste indépendante. Je pense qu'il C'est a le tout statut intérêt. du dollar aussi derrière. Enfin, Il a c'est tout pas... intérêt à ne pas changer, Ouais. à les laisser. Parce que sur le fond, ce que fait Powell, je pense que ça ne le gêne pas. Et puis ça lui donne en plus l'occasion, politiquement, de dire mais que fait Powell? Eh oui, Donc, il a son rassure ses bouc troupes. émissaire, bien Ok. sûr. Donc moi je pense qu'il a intérêt à garder exactement la même équipe pour l'instant. Parce que Scott Bessent, il est plus utile là où il est qu'à la Fed. Et puis on voit bien la stratégie de Trump. Il passe sur d'autres thèmes. Enfin, s'il réprime les manifestations en Californie, c'est aussi pour dire à son électorat, regardez, je reste ferme. Bien sûr. Donc c'est quand même un sacré animal politique. Hein. Oui, ben, on verra si Jérôme Powell repart pour un autre mandat. C'est mai 2026, la fin de son mandat comme président. Oui, donc c'est les réunions de Banque centrale cette semaine. Qu'est-ce qui va faire sortir la Fed de sa pause? Non, mais c'est ce qui était dit, je Le pense ralentissement américain, enfin ça fait quand même on 2 voit ans pas. qu'on a une économie Oui, au-delà du potentiel. oui, c'est ça, À un pour le moment, moment, ça va bien quand même. Pour le moment, ça ne l'est Non. pas. Donc, et je pense que les petits signaux négatifs qu'on évoquait tout à l'heure incitent à plutôt se dire je garde des réserves. Et d'ailleurs, vous regardez le bilan de la Banque centrale, il baisse parce qu'il se redonne des munitions. C'est aussi, ça contraint un peu le marché. Hein, j'ai plus le nombre de milliards en tête qu'il faut pour faire un équivalent de 0,50 de baisse ou de hausse des taux. Ah oui. Là, finalement, on a plutôt, en fait, en baissant le bilan de la Banque centrale, on a un peu contribué à resserrer les capacités de crédit de l'économie américaine. Après, moi, je trouve que, pour moi, les deux choses un peu gênantes dans ce qui se passe en ce moment, on en avait déjà parlé, l'histoire du shadow, La Shadow Fed, bien sûr. On en avait parlé il y a longtemps et on s'était dit, oh là là, ça arrivera jamais, c'est pas possible. Puis finalement, on y va quand même tout droit et ça va faire du bruit, c'est pas très bon. Moi, je trouve que ça nous mettrait gentiment le dollar à 1,20. Ça, pour moi, ça me paraît assez clair. Bon, après. Donc il y a encore du potentiel de baisse du dollar. Oui, un petit peu encore, parce que puis en plus, c'est dans la problématique trumpienne, c'est très bon de faire baisser le dollar. Bon, j'ai un avis totalement différent. Mais l'autre point, moi, qui me gêne un peu plus, c'est on a un retour global de la souveraineté dans tous les pays et dans des grands acteurs, dans les grands schémas économiques. Hein. L'intelligence artificielle, l'énergie, j'en parlais des frontières, etc., l'approvisionnement, tous ces trucs-là sont quand même repassés. Quand même, la défense, clairement, c'est redevenu un sujet de souveraineté. Ça aussi, on en avait déjà parlé à un moment donné. Faut pas laisser ça aux gens de l'ESG. C'est pas je le dis. Enfin bon, bref. Mais alors, imaginez un petit peu une crise. Un truc un peu imprévu qui tomberait sur les marchés comme on a eu dans le passé. Ce qui a toujours permis d'en sortir, c'est la cohésion des banques centrales. Oui. Au moins, sur le papier, bon après dans les faits, ils n'étaient peut-être pas tous totalement alignés, mais enfin au moins, on se donne une grande capacité de crédit, on a un discours commun, il faut être sérieux, machin, enfin on les imagine tous en train de faire leur petit speech. On pourrait avoir un moment de crise, un discours trumpiste avec son shadow, avec un shadow cabinet, qui dirait écoutez, les Européens, c'est leur problème, leur problème, nous on n'y peut rien. L'euro, il fait ce qu'il fait. Les lignes de swap en dollars, voilà. Désolé, c'est pas notre job. Et on en sortirait de toute façon parce que personne n'a intérêt à ça. Mais on pourrait avoir une semaine de tension ridicule pour des trucs politiques, et la politique dans ce genre de moment est pas très bonne conseillère, quoi. Donc après évidemment on reviendra au pragmatisme, tout le monde se mettrait autour de la table. Mais ça peut créer un petit truc. Mais ça peut permettre et ça c'est un peu ce que je trouve en ce moment qui est un peu gênant. Faut regarder ce qui se passe au Japon. Les Japonais qui ont des communications qu'ils n'avaient pas avant, quoi. Ils évoquent une faillite, on dirait Fillon de la grande année. Bah oui, ils évoquent des trucs comme ça, les taux, on maîtrise pas, machin, enfin des trucs que les Japonais ne disaient pas avant, quoi. C'est curieux pourquoi ils sont comme ça en ce moment. Il y a aussi une menace. C'est une guerre monétaire. C'est ça. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est pas très bon, quoi. Et alors, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, mais je trouve que le marché, il est un peu sur ces niveaux-là, et ça redevient dissymétrique, c'est-à-dire qu'en fait. J'entends. Qui peut acheter aujourd'hui? Parce que, alors encore une fois, il y a ceux qui sont investis depuis 10 ans. Vous êtes sur les Magnificent Seven, vous laissez porter, bon, pourquoi pas, quoi. Pas besoin de vendre. Par contre, acheter aujourd'hui, en se disant, le CAC va aller à 8500, le Dow Jones, il va aller à 50 000, et le Nasdaq à 25 000. Bon, c'est un peu téméraire. C'est un peu téméraire. J'entends. Alors du coup, est-ce qu'on est à l'aise, là, Jean-François, dans
une stratégie multi-asset là. Non, mais c'est quoi les... Oui, Non, les effectivement. stratégies multi-assets, Qu'est-ce qui à la fois protège et puis qu'est-ce qui reste déjà, confortable pour l'investissement là? Être trop pessimiste, je crois qu'on le disait Ouais. en introduction, Oui. ça paye pas. Non. Donc ça, on le sait assez vite. Donc certes, les actions, nous, on a tendance... Alors moi, j'aime pas trop les événements binaires, donc nous, on a rentré un peu de protection Ouais. en Avant amont, la fin des trêves de 90 jours, hein, c'est ça, 8 juillet Exactement. pour l'Europe. Déjà, ça va évacuer un certain nombre d'inconnus. Au pire, on repart sur des 90 Ouais. jours. Donc, on se redonne du temps. Le temps, comment le mettre à profit? Avec du portage. Du portage, on en a sur du crédit à yield. A priori, les défauts, c'est pas pour demain. Vous avez sur la dette émergente aussi, vous avez des taux assez attractifs. Donc l'idée, c'est de se rémunérer le temps qui passe, le temps de voir un peu comment les choses avancent. Sur la duration, nous, on est quand même un peu à l'écart. On trouve que le statut un peu de valeur refuge pour l'instant sur les taux est pas encore complètement là. Réentré, quoi. En plus, surtout si on a un petit scénario d'inflation transitoire, parce qu'il y aura bien quelques voix qui vont sortir pour dire que c'est pas transitoire. Donc on reste un peu à l'écart. Et sur les devises, pour l'instant, nous on fait un peu de portage aussi. D'accord. Donc voilà, on fait du rendement, le temps de voir ce qui se passe. Ouais, d'y voir plus clair. Vincent, pour conclure avec vous sur la logique d'investissement, de positionnement là aujourd'hui. Mais on l'a déjà évoqué, hein, pas de potentiel à Ouais. court terme, donc plutôt des achats sur repli dans une optique fin d'année et année prochaine. Si, je pense qu'il y a quand même, mais les marchés sont quand même assez focalisés sur des thèmes, hein, quelques-uns ont été évoqués, mais ce qui monte depuis 2-3 mois en Europe, c'est toujours le même secteur. C'est l'industrie via la défense, c'est les matériaux de construction grâce au plan de relance des infrastructures allemands, Les banques. c'est les financières, Ouais, toujours. banques et assurances, un peu les utilities, et les télécoms. Donc là-dedans, il y a aussi des valeurs de rendement. Alors je suis pas un grand fanat des valeurs de rendement, mais quand on veut faire du portage, on a quand même Oui, aussi oui, pour des attendre, secteurs quoi. qui sont pas mal. Et aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même le rebond Des un GAFA. peu des GAFA, Ouais. qui comme continuent à poser des questions. Mais enfin, je pense que Ouais, la fin. les résultats ont montré quand même qu'il y avait encore Ouais. une croissance bénéficiaire. Non, mais les hein, questions, c'est plutôt des questions de concurrence, Ça, d'accord. de confrontation entre l'IA et les modèles établis, hein, dont on parle Ouais, beaucoup en ce moment. À 400 fois le chiffre d'affaires. Ouais, non, mais enfin, par contre, Les yeux par contre, fermés. dans les Magnificent Seven, il y en a quand même qui restent très bien placés et qui ne vont pas s'effondrer. Donc, je pense qu'il faut probablement rester sur les thèmes qui ont marché depuis quelques mois. Il n'est pas temps Faut de pas être, changer complètement cette logique-là. Faut pas être trop frondeur. Ouais, trop frondeur, effectivement, c'est un bon message. Ne soyez pas trop frondeur sur les marchés aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Vincent Genzi, Cholet Dupont Houdard et Jean-François Fossé, Ophi Invest Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Nous faisons le point justement sur les affaires en cours à Washington, sur la dimension économique, mais également géopolitique, avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est avec nous donc en visio chaque lundi pour ce quart d'heure américain. Bonsoir Pierre-Yves, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. L'actualité très immédiate nous amène évidemment à évoquer la guerre entre Israël et l'Iran, qui est vue comment depuis Washington, Pierre-Yves? C'est un facteur qui vient perturber, bousculer à la fois la conduite de la politique économique et monétaire et puis la dimension beaucoup plus politique au sein du Congrès? Écoutez, si ce conflit ouvert dure 3 mois, 6 mois, ça complique tout. Et ça remet en question beaucoup de choses. Si ça dure 3 semaines, 1 mois, ça ne sera qu'un petit blip. Dans l'immédiat, on ne sait pas, bien évidemment. Et c'est une raison de plus pour la Réserve fédérale de ne rien faire et d'attendre de voir si ce choc pétrolier est une aberration ou si cela affecte durablement le pouvoir d'achat des Américains en faisant grimper le prix de l'essence à la pompe, et si ça a une répercussion sur les prix, et si c'est une raison de plus de craindre un réveil de l'inflation, l'autre principale raison étant bien entendu la répercussion des hausses de droits de douane sur les étiquettes.
Donc pour la Fed, c'est une complication et c'est plutôt perçu a priori, si ça se prolonge, comme un élément de stagflation. Euh, pour le président Trump, c'est aussi un peu compliqué parce que Donald Trump s'est vendu auprès de l'opinion américaine comme le faiseur de deal et le faiseur de paix, qui surtout évitera de lancer les États-Unis dans un nouveau conflit et surtout pas au Moyen-Orient. Et Israël aimerait bien, ne serait-ce que pour un soutien plus que logistique, mais des interventions de gros bombardiers américains avec des énormes bombes qui soient capables de faire exploser les bunkers dans lesquels, au plus profond de la montagne, se trouvent les centrifugeuses iraniennes. Ça serait quelque chose qui compliquerait cette affiche de faiseur de paix que voulait donner Donald Trump. Et Donald Trump, lui, il est évidemment dans le marketing politique. Il veut préserver sa promesse au peuple MAGA de ne pas s'engager dans des guerres durables sur le front extérieur, mais il veut aussi paraître comme l'homme qui est toujours du côté des gagnants. Et si Israël est en train de gagner, il faut qu'il soit affiché comme l'homme qui aura aidé Israël à gagner, parce que indirectement, la destruction de certains éléments de l'infrastructure pétrolière iranienne, si elle accélère la disparition du régime des mollahs, peut servir les intérêts américains et les intérêts ukrainiens aussi et les intérêts européens, ne l'oublions pas. L'Iran est du côté de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine. L'Iran est également le premier fournisseur de pétrole de la Chine. L'Iran est un pays qui indirectement travaille avec beaucoup d'ennemis des États-Unis et que tous les problèmes de l'Iran peuvent servir directement ou indirectement les intérêts américains. Le problème, c'est qu'entre cet élément positif des problèmes que doivent subir le régime des mollahs, il y a le risque d'une forte augmentation des cours du pétrole, sans parler bien sûr de la catastrophe que serait un blocage du trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Bon, le pétrole qui est l'actif de vérité pour Donald Trump et son électorat, enfin la transmission de la hausse des cours du pétrole sur les marchés de matières premières à la pompe aux États-Unis, ça peut aller assez vite et on sait que là c'est vraiment un facteur de mécontentement en général pour le consommateur américain dans son ensemble, j'allais dire tout biais politique confondu. Un mot peut-être également dans ce contexte du statut du dollar, je le disais avec les invités tout à l'heure, là. Les dernières heures ou les dernières journées depuis l'offensive israélienne menée contre l'Iran vendredi dernier, Pierre-Yves, a été un petit moment de stress test pour savoir si, sur un facteur géopolitique extérieur aux États-Unis, savoir si le dollar retrouvait un peu de son statut de valeur refuge. Qu'est-ce qu'on peut en dire en ce début de semaine ? Écoutez, j'ai regardé le dollar index depuis 5-6 jours, il est à la baisse. Le dollar n'a pas joué son rôle traditionnel pendant quelques heures, oui, mais aujourd'hui il est encore à la baisse, certainement face à l'euro. Il se passe quelque chose de très intéressant. Il se passe quelque chose aussi qui est corrélé avec le marché obligataire et les bons du Trésor américain. Nous n'avons pas ce rush vers la sécurité, ce rush vers le refuge que l'on pouvait observer d'habitude sur le dollar et les bons du Trésor américain, roche que l'on observe en revanche sur l'or. Donc il se passe quelque chose. J'ai trouvé très intéressant les propos de Mohamed El-Erian, le conseiller économique du groupe d'assurance Alliance, qui estime que l'ordre financier international est en train de se fragmenter et que les grands investisseurs institutionnels sont en train de modifier leurs perspectives à l'égard du dollar et des États-Unis qui étaient au centre de cet ordre, en faisant une distinction entre le risque souverain américain qui se détériore en raison d'une politique commerciale, budgétaire et fiscale qui est, aux yeux de beaucoup, irresponsable, et d'autre part, le risque américain privé qui est porté par une innovation technologique considérable qui est en train de changer le monde. Et cette analyse est intéressante. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant et paradoxal, c'est la manière dont
se sont déroulées les émissions massives Oui. d'obligations du Trésor la semaine dernière. C'est quand même stupéfiant de voir que ça ne fait pas une ligne dans le journal, mais les États-Unis la semaine dernière ont emprunté 119 milliards de dollars en émettant des obligations à 3 ans, des obligations à 10 ans et des obligations à 30 ans. J'avais les montants là. 58 milliards d'obligations à 3 ans, 39 milliards d'obligations à 10 ans, 22 milliards d'obligations à 30 ans, dans un contexte où toute la presse nous explique qu'il y a une défiance du monde entier à l'égard des obligations du Trésor américain parce que la politique budgétaire est délirante. Or, que voit-on? Et ces enchères se sont très très bien déroulées. Oui. L'ampleur de l'intérêt suscité par les émissions est considérable. Les rendements ont baissé après que les enchères se soient déroulées. Il y avait eu un bon chiffre d'inflation, je me souviens la semaine dernière aussi, un bon chiffre d'inflation qui a peut-être aussi amélioré le profil de la demande pour ces treasuries qui ont été vendues la semaine dernière. Ça a certainement pu jouer un rôle, mais ce qui est intéressant, et Mohamed El-Erian l'a bien signalé, c'est qu'il ne faut pas se tromper et voir dans le succès des émissions du Trésor un indicateur absolu de l'intérêt pour le papier américain. Pourquoi? Parce que émettre facilement 119 milliards de dollars en net n'est pas incompatible avec un désengagement progressif de nombre à la marge de nombre de grands investisseurs. On sait que la Chine, par exemple, qui représentait, là encore, je vérifie ce que j'ai écrit sur mon papier, qui représentait 15% du marché du stock de treasuries en 2020, ne représente plus que 9%. Les Chinois se désengagent et il y a fort à parier que dans le climat de fortes tensions diplomatiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine continue de se désengager du marché des obligations américaines. Le Japon a grimpé depuis 4 ans et les autres grands pays ou grandes institutions domiciliées dans ces pays, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, sont à peu près stables. Le principal mouvement vient de la Chine et ça n'est pas incompatible, ce désengagement. N'oublions pas que les étrangers achètent plutôt des obligations relativement courtes. Ils sont beaucoup moins importants dans la participation des obligations à 30 ans et que ce sont celles à 30 ans et à 20 ans qui sont les plus difficiles souvent à faire passer parce qu'elles sont les plus volatiles. Mais que dans ces obligations courtes, il suffit de laisser ces obligations arriver à maturité pour ensuite ne pas les renouveler en volume dans la même proportion pour que, en fait, on se désengage sans en avoir l'air. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer et qui n'est pas évident si l'on regarde de manière superficielle les chiffres qui nous montrent un succès des émissions du Trésor américain. Il faut bien regarder qui achète aujourd'hui, sur les émissions ou au-delà, qui achète des treasuries et qui n'en achète plus ou en achète moins. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement vers une dette américaine sans doute beaucoup plus domestique. Il va falloir que les Américains se mettent eux aussi à acheter peut-être beaucoup plus activement de la dette pour compenser les achats moindres des poids lourds qu'ont été et que sont encore la Chine ou encore le Japon. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.